Alors Richard, vous êtes pêcheur? Vous venez souvent par ici? Oui, j'ai à peu près, pas tous les week-ends, mais presque. Donc quel genre de pêche vous pratiquez? Essentiellement de la pêche en rivière, en canoë, accompagné d'un guide, et essentiellement en mormanier, pour le brochet ou le cendre. En ce moment, le canoë, la rivière? Là, c'est compromis, il y a effectivement trop de courant, et actuellement, pour pallier à ça, on pêche en étang. Moi, j'ai une question à vous poser. Vous dites que vous pêchez en canoë, mais comment on peut manier un canoë et pêcher? Il y a des choses qui m'intriguent là un petit peu. Si vous êtes seul, c'est extrêmement difficile. Et ce qu'il faut, en fait, c'est réserver un guide, descendre la rivière et vous faire guider sur les postes de pêche que connaissent les guides. Et à ce moment-là, vous faites vraiment du poisson. Donc, c'est impossible de diriger un canoë et puis de pêcher. Ça, c'est impossible. Quasiment impossible, surtout avec du courant. Dites-moi, Richard, on parlait tout à l'heure, on était au bord de l'eau là-bas, et effectivement, vous m'avez dit, il m'est arrivé des trucs incroyables. J'en ai pas parlé à Philippe, et je vais lui en parler maintenant. Soi-disant. On va écouter. Il m'a dit qu'il était de Vincennes, j'ai peur qu'il soit un peu de Marseille. Qu'il aurait pêché une truite de 80 cm. Oui, 80 cm. Qui bouchait l'entrée du Vieux-Port, non, c'est pas... Non, qui ne bouchait pas le canal non plus, mais une truite de 80 cm. Là, évidemment, vous avez la preuve. Là, oui. Là, vous avez la preuve? J'ai la preuve. Non, ben, je veux voir. Et je peux vous la montrer. Ouais. Et c'est où? Là, au mur. Ça fait 80 cm. Ça fait... Elle n'est pas à l'échelle réelle, mais on peut tout à fait la comparer par rapport à la canne, qui est ici. Et l'histoire d'avoir mis la canne devant, c'était effectivement pour faire la comparaison? Oui, parce que le manche blanc fait 60 cm, et elle vient passer de chaque côté de plus de 10 cm. Et combien pesait l'animal? Alors on la pesait, elle faisait 6 kg. 6 kg? 6 kg. C'est votre plus grosse prise? En truite, oui. En truite? Oui. Vous pêchez autre chose? Oui, je pêche du brochet, je pêche du cendre. Alors moi, tout ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est gros. Alors votre plus gros brochet? Bah, mon plus gros brochet, en fait, en rivière, dans la sauvage, faisait 1 mètre. Pour? Enfin, 1 mètre à 2 cm près. On l'a pas pesé, on l'a remis à l'eau. Alors c'est marrant parce que vous, les pêcheurs, chaque fois que... Je suis désolé, hein, je suis un peu pêcheur, pas beaucoup, mais un peu. Chaque fois que vous attrapez un poisson, on a la longueur, on a rarement le poids. Oui, c'est vrai. C'est une compète entre vous, genre j'en ai pris un d'1,20 m, j'en ai pris un de 80. Non, pas du tout. Nous, moi, je pêche pour le plaisir. On les prend, on les sort de l'eau, on les remet le plus rapidement dans l'eau pour les laisser bien vivants. Alors, vous parliez de la canne. Côté canne, je ne suis pas un spécialiste. Par contre, Philippe en est un. Alors quand on prend un poisson comme ça, une truite de 80 cm, quel genre de canne on a? Mais là, j'ai eu une canne au mormanier. En fait, j'ai pêché cette truite en pêchant le brochet, tout à fait accidentellement. Donc j'ai une canne 8-15 grammes. Dessus, j'avais monté en fait un mormanier classique avec 2 hameçons. Et c'est tout à fait accidentellement que cette truite a mordu. Et le fil? Et le fil, bon là j'étais en tresse, donc c'était pas adapté, c'était adapté à du brochet, pas à de la truite. Mais j'ai quand même eu d'énormes difficultés à la sortir. Et en fait, elle a mordu. Elle s'est terriblement débattue et elle a réussi à me casser l'un des kevlars quand même, qui supporte 10 kg. Donc elle avait un hameçon dans la gueule où le fil avait cassé, et en se retournant, elle s'est piquée avec le 2e hameçon. Et j'ai réussi à la sortir quand même avec le 2e hameçon. Donc je te rassure, avec la tresse et le poisson manié, enfin une canne à poisson manié, il n'y a pas de souci. On peut sortir une truite de 80 cm. C'est faisable. 80 cm. Et une anecdote, vous êtes tombé à l'eau déjà? Enfin, c'est ça que j'aimerais vous entendre dire. Non, ça, j'ai failli tomber plusieurs fois à l'eau, mais non. En canoë? En canoë, oui. Entre autres? Entre autres, dans le courant. Alors, gros poisson, sciure, ça vous arrive? Cendre? Cendre, on en fait. Silure, j'en ai jamais fait dans cette rivière, il doit y en avoir quelques-uns. Mais par contre, gros brochet, oui. Très gros brochet. Et un brochet d'1 mètre dans une rivière avec un courant rapide, ça équivaut à un brochet énorme, en fait, en étang. En général, totalement différent. vous pêchez seul? Non, non, je pêche surtout accompagné d'un guide. Justement, le plaisir, en fait, est de se faire guider, de voir le paysage défiler, de pêcher chaque poste. Est-ce que vous mangez le poisson que vous pêchez? Hormis le cendre, quelquefois, non. Je remets tout à l'eau. Est-ce que vous cuisinez vous-même le poisson? Je suis curieux, hein, quand même. J'ai une femme qui cuisine très très bien le poisson, donc je la laisse cuisiner. Donc le cendre, c'est votre cheval, cendres, oui. poisson de bataille. Ah, on va bah, le appeler ça cendre, comme ça. c'est un poisson fabuleux, donc... Et les plus grosses batailles que vous ayez eu à faire avec des poissons, pour vous, quel est le poisson qui, comment dire, qui va le plus se battre, qui va être le plus dur à sortir de l'eau, en fait? Bah, le plus dur, quel que soit le poisson, c'est dans tous les cas un poisson de rivière. Oui. Le plus dur que j'ai eu à sortir, en fait, c'était le brochet qui faisait 1 mètre,
qui s'est battu terriblement. Ça peut durer combien de temps? Bah, ça a duré un bon quart d'heure, mais en n'étant jamais certain de vraiment l'avoir. Il est parti dans les bois, je l'ai pêché je pourrais dire, je l'ai pêché dans des bois morts, en plein milieu, et c'est lui qui m'a ferré. Il a plié la canne, il est rentré dans les bois, et j'ai eu un mal fou à le ressortir. Je comprends pas, c'est lui qui vous a ferré. C'est lui qui m'a ferré. Donc, J'ai descendu le mort manié. J'ai descendu le poisson manié en fait dans un tas de bois. Et le poisson s'est jeté dessus, il m'a plié la canne dedans, il est parti dans les bois et j'ai mis un quart d'heure à le ressortir. Et ça n'a pas cassé? Non, et c'est grâce à la présence d'esprit du guide justement qui a fait une marche arrière en canoë, enfin en fait qui a pagayé à l'envers pour venir échouer le poisson sur la berge. Et celui-là faisait 1 mètre. Alors on l'a pris sur le canoë pour regarder la taille, et en fait il faisait pile la taille du canoë dans la largeur du canoë. On n'avait pas d'appareil photo, on l'a remis à l'eau. Donc le guide, en fin de compte, c'est la tête et les jambes du pêcheur. C'est-à-dire qu'il est là pour faire moteur avec le bateau, hein, en fin de compte, même en remontant le courant, comme vous avez dit. Et puis aussi, il est là pour amener le pêcheur dans le bon site, au bon endroit. Oui, le guide, en fait, est la personne qui est capable de faire prendre du poisson au pêcheur. Le guide, si vous voulez, anticipe une quinzaine de mètres avant d'arriver sur le point de pêche, l'amène au millimètre près. Et en fait, on pourrait presque dire qu'il pêche de son côté. C'est important. C'est très important. Alors Richard, moi j'aimerais bien un jour faire du canoë avec toi. On va dire que tu piloteras le canoë. Oui. Et moi j'essaierai de pêcher. Ah ben tiens, voilà notre pêcheur. Bonjour Bruno. Ça va Bruno? Tu vas bien depuis tout à l'heure? Ça va, ça va. Ça s'est bien passé? Ouais. T'en as tapé ou pas? J'ai fait un cendre quand même. Hey, Richard, on se revoit tout à l'heure. J'aimerais bien que tu viennes nous raconter des histoires là. Viens t'asseoir un petit peu là. Parce que tout à l'heure au bord de l'eau, tu m'as dit des trucs qui m'ont un petit peu surpris aussi. Ouais. Alors j'aimerais bien que tu nous racontes ton histoire de sciure. C'était du côté de Villefranche-sur-Saône, là-bas, ou un truc comme ça, dans la Saône. Ouais, Alors, mais raconte-moi dans les détails, parce que moi ça m'a beaucoup fait rire et j'aimerais bien savoir la suite. Bah, c'était une journée, enfin c'était sur un grand week-end qu'on avait pris. On était parti à 17 pêcheurs, 4 bateaux. Donc, on était parti vraiment pour chercher et traquer le silure. Donc on en avait pris déjà pas mal. Le samedi, le dimanche matin, donc on y retournait, on en avait tapé 3-4. Et donc sur le coup des 11h, j'ai été à la hauteur du Villefranche et j'ai eu une super touche. Vraiment un arrêt net au clonc, tout. J'ai ferré, ça tenait bien, et puis la bataille a commencé à se faire. Donc ça m'a tiré un peu de fil, j'ai combattu, mais ça a été très très difficile à le maîtriser et à tenir, donc surtout à le décoller du fond. C'était une grosse bête. Ouais, c'était vraiment d'après nous, c'est vraiment une très grosse bête, parce on était quand même monté avec des 13 de 50, 60 kilos, et puis bon, on a des cannes spéciales pour pêcher le silure, donc on s'attendait vraiment à... Autrement dit, tu l'avais ferré, tu ouais. tirais, tu le décollais, parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que... Je ne l'ai pas décollé tout de suite. Le silure reste en général... Ouais, ça reste au fond. Ouais, c'est ça. Hein, et donc on s'est baladé avec lui sur au moins 800 mètres, donc en descendant tranquillement en aval. Et bon an mal an, on a passé le premier pont, et puis après donc il y avait les gens qui se promenaient, donc il y a eu tout un attroupement de badauds qui sont venus voir un peu au fur et à mesure qui suivaient le bateau. Ils se doutaient qu'on avait une grosse prise. Et donc j'ai vraiment bagarré dur, et puis à un moment j'ai réussi quand même à le décoller du fond, mais plus je le décollais du fond, plus c'était difficile de le maîtriser, et plus on se faisait embarquer par le courant. Donc on a même été obligé à plusieurs reprises de remettre un peu les gaz pour recontrôler la situation, comme on dit, parce qu'on savait qu'il y avait des gros arbres et tout d'immerger. Et puis, bon an mal an, on a quand même réussi à pomper, et puis on a vu arriver, à la grande surprise de tout le monde, c'était un gros rouleau de moquette que j'avais attrapé. Et t'as refait la chambre de ton fils avec? Non, non, quand même pas. On a décoché ça tranquillement, sans rien dire à personne. Mais donc en fait, t'es un pêcheur de moquette. Voilà, un pêcheur de salon. Mais voilà. Comment un rouleau de moquette peut arriver à faire un combat qui ressemble à un poisson? Ben, ça s'explique assez facilement. Bon, un rouleau de moquette, je sais pas, on l'avait pas mesuré, mais il devait faire à peu près 4 mètres de long. Il avait été roulé certainement par quelqu'un qui l'avait balancé à la rivière. Ouais. Et donc à l'intérieur, il y a quand même, quand il l'a roulé, il avait laissé un vide entre guillemets d'environ une dizaine de centimètres. Donc ça avait dû se plaquer au fond dans un remous, où se mettre les silures en zone de repos dans une fosse. Et quand je l'ai ferré, j'ai vraiment pris donc vraiment au bout, juste sur un des bouts du tube. Et quand je l'ai donc ferré, j'ai réussi à le décoller tout doucement de la vase. Et puis après, au fur et à mesure, la vase est montée. On a vu des bulles monter, donc on a dit c'est bon, c'est un silure qui décompresse, etc.
Et puis vu la longueur, et puis vu le courant qui est en Saône, tout doucement, ça s'est décollé, puis ça a remonté tranquillement la fosse, et puis ça a pris les courants. Donc ça nous a baladé sur à peu près 800 mètres. Mais c'était vraiment, tout le monde, on avait pris des photos, on avait filmé, etc. On s'attendait vraiment à voir donc, une des belles pièces de la Saône, quoi. Et vous n'êtes pas passé au zapping? Non, non, on a évité. Donc la moquette mord bien au clonqueur. Ouais, on saura que la moquette mord au clonc. Au vert, pas de problème. Bon, et t'as pêché, t'as eu des pêches, pas miraculeuses, mais des pêches extraordinaires, originales, je sais pas... Ah si, j'en ai eu quand même, dans ma petite carrière, j'en ai eu quand même, oui. J'ai pris une fois un crapaud au Mormanier, mais un gros crapaud. Ouais. Ce genre de truc, bon, on s'attend pas du tout à prendre ça. Du coup, je me suis demandé, je me suis dit, tiens, j'ai pris un petit sang. Et non, j'ai remonté un crapaud, ça m'est arrivé. D'accord. Des tortues de Floride aussi, au vif. Des tortues de Floride? Ouais. Et tu étais où là? Sur des plans d'eau. Les gens, ils en achètent des petites, c'est sympa. Et puis quand ça commence à grossir, ça devient un peu ennuyeux dans les apparts. Ils les remettent à l'eau, plutôt que de les tuer, ils les remettent à l'eau dans la nature. 9 fois sur 10, ils les remettent à l'eau, soit dans les canaux ou dans les rivières. Alors, dans les rivières, ils ont du mal à s'adapter, mais dans les gravières ou en canal, ça s'adapte bien. Donc tu es en train de m'expliquer que ces petites tortues qu'on achète dans toutes les animaleries du coin, ouais, qu'on met dans des aquariums, on en a marre, on les met à l'eau, ça devient gros, c'est quoi ça? Je me rends pas compte. Ça peut devenir très gros. C'est-à-dire en diamètre moi, celle que j'avais attrapée faisait à peu près 25-30, mais c'est vraiment... De diamètre? Ouais. Et ça peut couper, j'ai eu des copains moi, qui se sont fait couper des crinelles d'acier, c'est vraiment très puissant. Ça mord? Ouais, ça mord vraiment. Il faut même faire très attention pour ceux qui en attrapent. Il faut faire très attention parce que ça mord, ça peut vous sectionner un doigt. Ah, c'est vraiment agressif. C'est une bête qui est agressive. C'est pire que les piranhas. Presque, oui. Écoute, c'est sympa. Se nourrissent enfin, ceux qui en ont dans les aquariums se nourrissent de steak haché, etc. Hein. C'est sympa. Voilà. C'est sympa d'être venu nous voir pour des petites histoires de pêche. Petites histoires. Ciao. Salut. À la prochaine. À bientôt. Dans notre émission, nous avons régulièrement un invité d'honneur et notre invité d'honneur aujourd'hui et notre invité du jour est Madame Bernadette Denizet. Madame Bernadette Denizet, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Installez-vous, je vous en prie. Merci. La première question que j'ai envie de vous poser, quand je suis arrivé à l'entrée de votre village un peu plus haut tout à l'heure, j'ai vu un panneau sur lequel il était marqué « Trophée du département Fleury ». Oui, alors, exact. Parlez-moi un petit peu de votre département et de votre commune. Voilà, alors le problème du département, c'est que nous sommes à l'angle du premier département de la Marne, à la limite de la Marne et de l'Aube, et que Sauvage est le premier village de la Marne donnant sur le territoire venant de l'Aube. Nous avons une particularité, c'est que nous sommes à l'angle de l'Aube et de la Marne. D'accord. Et que lorsque vous arrivez à Marcilly-sur-Seine, vous avez la Seine et l'Aube qui se rencontrent, et vous avez à ce moment-là donc toute cette partie qui arrive sur nos gens et qui va pénétrer ensuite dans la Seine et qui va conduire jusqu'à Rouen. D'accord. Votre village s'appelle Sauvage. Oui. Et la rivière au bord de laquelle nous sommes s'appelle également Sauvage. Oui. Est-ce qu'il y a une histoire sur cette rivière? Alors, il y a une histoire de Sauvage, parce que cette rivière, initialement, le village est Saint-Just et avait un bourg qui s'appelait Sauvage. Et pourquoi ça s'appelle Sauvage? C'est parce que des gens se sont installés un petit peu sauvagement, et c'était des gens qui faisaient du bois. Et ce bois, il était charrié à Marcilly pour rejoindre nos gens. Et ce bois allait sur Paris pour construire les maisons. Ah d'accord, donc cette rivière a été créée de toutes pièces. Alors, le canal date de l'époque du XIIe siècle par les moines de Macheret. Vous avez encore donc l'abbaye qui est là-bas, qui est l'abbaye de Macheret. Et ce sont les moines de Macheret qui ont créé ce canal qui va de la Seine à la Seine, oui, et qui alimentait 3 moulins. D'accord. Bah, écoutez, c'est très intéressant parce que effectivement, on se pose toujours des questions sur comment un cours d'eau est là. Ouais. En fait, celui-ci donc date du 12e du 12e siècle. Le canal. D'accord, j'ai bien compris. Au niveau du tourisme,
J'ai entendu dire, hein, je vais vous poser la question, mais c'est vrai que c'est un peu facile, que vous faisiez beaucoup pour le développement touristique de votre région, de votre commune. Quels sont les points forts que vous avez faits pendant votre mandat? Alors, pendant le mandat, on a développé le tourisme cézannais, et avec tout ce qui s'appelle donc notre canton d'Anglure, dont Saint-Just-Sauvage fait partie, parce que nous avons un potentiel qui est assez extraordinaire d'anciens. Il faut dire que, il y a Henri IV, il y a Napoléon, il y a un certain nombre d'hommes célèbres qui sont passés dans le cadre de Saint-Just-Sauvage, et que finalement, Sauvage est un lieu un petit peu privilégié par rapport à l'ensemble du canton. Alors la dernière question, enfin pas la dernière, mais une des questions, vous savez que nous parlons dans notre émission plus particulièrement de pêche. Est-ce que vous avez quelques indications à nous donner sur la pêche à Sauvage? Elle a toujours existé. La pêche, c'est le lieu privilégié tous les gens qui naissent, qui vivent ici, sont orientés vers la pêche. Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un adulte qui n'a pas appris à nager et à pêcher. Et si vous prenez le chemin là, c'est ce que j'ai dit un jour, si vous descendez en canot jusqu'à Marcilly, vous vous rendrez compte qu'il y a des petits Tahiti partout. Parce qu'il y a plein de petites îles. Des petits Tahiti? Oui. Alors, dites-moi ce que c'est qu'un petit Tahiti. Ce sont des petites îles comme ça que la Seine, dans son cours d'eau, a tracé jusqu'à Marcilly. Et puis, vous avez des buissons, vous avez des arbres, vous avez des tas de choses. Et à un moment, vous arrivez à Conflans. Il y a un endroit où finalement, il y a des oiseaux qui sont venus. Il y a des endroits où vous vous arrêtez, vous avez envie de pêcher. Justement. Donc j'ai toute chance, en sortant de chez vous, de trouver de belles Tahitiennes en paréo? Non, pas tout à fait, mais presque. Écoutez, moi j'adore votre département, j'ai vu de belles choses. Bon, on a des belles choses. On n'a pas beaucoup de chance parce que la rivière est un peu en crue, oui. Mais moi j'ai envie de revenir quand il va faire un beau soleil, quand il va y avoir des oiseaux dans les arbres et des feuilles. Vous les avez. On a des oiseaux migrateurs qui reviennent, on a infiniment de choses, on a des belles choses. Il ne faut pas oublier qu'on a les marais de Saint-Gon, où on a des choses assez extraordinaires sur le plan flore et faune. Et vous les avez aussi ici, qui reviennent maintenant depuis longtemps. Madame le maire, j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'il est possible d'accéder à Sauvage, en tout cas jusqu'ici, ou je ne sais pas, par voie navigable? Oui, tout à fait. Vous rentrez par Nogent. Nogent. Vous arrivez jusqu'à Marcilly. Marcilly, je vois. Et maintenant, vous aurez, d'ici 2006, le canal de la Haute-Seine, qui va être réhabilité dans le cadre du 6e plan et qui va nous conduire jusqu'à Troyes. C'est-à-dire que vous aurez la navigation par le canal de la Haute-Seine jusqu'à la ville de Troyes. Donc vous aurez des étapes, vous aurez Marcilly, vous aurez Éclavol, vous aurez Conflans et vous aurez Troyes après. C'est une balade magnifique, ça vaut le canal de Bourgogne. On va leur dire. En tout cas, merci de nous avoir accueillis chez vous. Moi, je suis venu chez vous par la route. Et c'est vrai que j'aime beaucoup votre région, votre commune et puis votre département en général. Madame le maire, merci de nous avoir accueillis. Mais je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt. C'est dommage, madame. Merci beaucoup. Merci.